Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on se retrouve comme chaque semaine pour Cœur de patrimoine, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour gérer au mieux vos placements. Cœur de patrimoine, c'est une heure de discussion grosso modo avec les meilleurs experts qui sont là pour dénicher des pistes, vous guider dans votre stratégie. C'est Cœur de patrimoine et on donne le coup d'envoi. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour démarrer Cœur de patrimoine, on va s'intéresser à l'IA, entre guillemets, au digital et au patrimoine. Et pour rentrer dans ce monde-là, on accueille Souleymane Jean Galadima. Bonjour Souleymane Jean. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous et de répondre à l'invitation de Cœur de patrimoine. Vous êtes le directeur général de Sapiens. On va commencer quand même par une petite fiche d'identité, une petite présentation. Tout le monde ne connaît peut-être pas encore Sapiens. Pas encore. Sapiens, en effet, a été lancé récemment puisque nous avons eu la chance de démarrer nos activités en octobre 2023. Nous devrions terminer l'année avec environ une centaine de millions d'euros d'encours et nous sommes un des premiers multifamily office en partie digitalisé puisque nous associons le digital à une équipe de conseillers seniors et nous avons 3 grandes spécificités. La première, c'est que nous couvrons l'ensemble des classes d'actifs. Nous sommes multi-assets du côté au non-côté. Nous avons une expérience d'investissement, comme j'ai dit, en grande partie digitalisée. Et enfin, nous avons un modèle économique particulièrement agressif de par notre dimension web et par le fait que nous avons 2 très beaux actionnaires que sont d'un côté Ivesta, qui est un gros multifamily office parisien, et également Mata Capital, qui est une socialisation de portefeuille immobilière qui nous met à disposition de son agrément pour créer nos feeders. Alors, on va bien évidemment parler gestion de patrimoine, on va regarder le digital, l'IA, un peu tout ça, comment ça peut fonctionner ensemble. Mais pas facile de passer outre le résultat de ces législatives anticipées et toute cette manne, on va dire, de réflexion, de stratégie électorale. Alors, on va pas s'improviser commentateur politique, on va laisser ça à d'autres. Mais par contre, si on le regarde vraiment en termes de stratégie d'épargne, comment est-ce qu'on doit se positionner aujourd'hui? Comment on prend en compte finalement un contexte comme celui-là pour préserver, gérer au mieux, protéger son épargne? Alors, la situation actuelle nous rappelle malheureusement la multiplicité et l'augmentation de la fréquence des crises. C'est une forme de crise politique. On a eu des crises sanitaires, on a eu des crises malheureusement aussi géopolitiques avec l'Ukraine. Et donc, ça rappelle aux investisseurs le besoin premièrement d'une vraie diversification. Je suis profondément patriote, mais c'est vrai que la France ne représentant que 3% du PIB mondial, cette crise en fait nous invite nos investisseurs à avoir une réelle diversification sur un ensemble de pays, sur un ensemble de zones de croissance. Le deuxième aspect, c'est ce que je disais, cette dimension long terme, parce que avoir une stratégie opportuniste, quotidienne, voire mensuelle par rapport à ce qui peut éventuellement arriver sur la fiscalité, c'est malheureusement s'exposer à ce genre de crise. Et donc on aide nos investisseurs, on y reviendra, sur une méthodologie qui leur permet non seulement de sécuriser cette dimension court terme face aux aléas, aux imprévus, mais surtout d'aller chercher la performance sur le long terme et ainsi se protéger grâce au temps long face à cette instabilité, bien que sans être un analyste politique ni un économiste, je pense qu'on échappe à un éventuel Big Bang fiscal au vu effectivement de la constitution de la future Assemblée et c'est un fait effectivement pour rassurer quand même nos investisseurs. Quand vous dites diversifier, c'est-à-dire que c'est un mot qui revient on va dire quasi au quotidien dans une bonne gestion de patrimoine, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme dit le dicton populaire, mais dans ces périodes d'incertitude économique, c'est vrai, il faut regarder géographiquement, il faut regarder sectoriellement, il faut regarder en termes de classe d'actifs, de maturité, enfin c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, c'est pas juste dire je prends 10 actions au lieu de 3. C'est exactement ça. On a souvent, nous, des prospects, des investisseurs qui arrivent avec le relevé de situation d'assurance vie et qui nous expliquent, regardez, j'ai 20 lignes, donc je suis diversifié. Ça va beaucoup plus loin que ça. On essaie d'avoir une approche la plus déjà rationnelle possible et d'analyser classe active par classe d'actifs le niveau de corrélation que l'on a entre ces classes d'actifs sur les 10-20 dernières années. Puisqu'effectivement, si on a malheureusement des classes actives qui sont trop corrélées, en cas de chute des marchés, en cas de crise financière, c'est l'ensemble du portefeuille qui sera impacté. Donc le premier niveau, il est purement statistique. Il est comment constituer une allocation qui soit la plus performante possible, ajustée du risque. Et donc typiquement, je prends un exemple, on se rend compte que si on compare le MSCI World, donc l'indicateur, l'indice de capitalisation mondiale aux infrastructures non cotées, on a un niveau de corrélation qui est inférieur à 1%, donc quasiment décorrélé.
A contrario, si vous comparez le private equity au MSCI World, vous avez un niveau de corrélation qui est plus élevé. Donc c'est ce premier niveau essentiel de corrélation qui est important, et on se rend compte d'ailleurs que les grands investisseurs internationaux, ce qu'on appelle les endowments, notamment les fonds de dotation américains, travaillent énormément sur ces allocations classe active par classe active. Une fois qu'on a travaillé ça, il y a la dimension effectivement géographique, avec aujourd'hui des solutions d'investissement, que ce soit les trackers, les ETF, dont Sapiens, par l'intermédiaire d'Ivesta, affirme la pertinence, parce que en quelques clics et sur des montants relativement modestes, on peut s'exposer effectivement worldwide. On a cette capacité de pouvoir s'exposer non seulement aux pays occidentaux, mais également aux pays émergents, et également domaine par domaine, puisqu'on peut avoir de la tech, de l'industrie et plein de sujets permettant cette diversification. Mais ça, on l'entend, on le comprend. Après, on sait que quand on investit, on a parfois ce questionnaire à remplir, etc., où on nous demande mais quel est votre profil, Ça veut dire qu'en fait, toute cette théorie, il faut en quelque sorte la modéliser, soit par typologie d'investisseur, soit par horizon d'investissement. Enfin, comment on fait pour... j'ai envie de dire, aider aussi son client, l'épargnant qui nous écoute peut-être, à se dire, je voudrais peut-être pas rentrer automatiquement dans la même case que mon voisin, mais quand même être un peu guidé. Est-ce qu'il y a un modèle qui m'aide à dire, tiens, moi je suis plutôt comme ça? Alors, on a souvent tendance, en effet, dans notre industrie, à aller trop rapidement sur la partie produit et de ne pas passer suffisamment de temps sur la méthodologie et sur, dans un premier temps, quels sont les besoins, les attentes en fait de nos investisseurs. Et donc, on a développé au travers l'expertise d'Ivesta notre propre méthodologie qui consiste à aider les investisseurs à déterminer leur poche d'investissement. La première, et c'est presque la première poche à réaliser, c'est la poche de sécurité qui doit être 100% liquide et 100% garantie, et qui permet à minima de nuancer l'impact de l'inflation. Ça peut être du compte à terme. On aide nos investisseurs à faire un benchmark des comptes à terme. Ça peut être du fonds euro, ça peut être des fonds monétaires. Une fois qu'on a déterminé cette poche de sécurité, parce qu'elle n'est pas de la même taille d'un chef d'entreprise versus un fonctionnaire. Bien sûr. Ensuite, on travaille ce qu'on appelle la poche projet, qui est elle plutôt en horizon 5-6 ans, qui elle va essayer de battre l'inflation, donc avec un taux de rentabilité interne annualisé de l'ordre de 5 à 6%. Et là, on va pouvoir travailler des sujets comme des fonds obligataires datés, comme les fonds euros qui sont actuellement boostés par les assureurs, ou encore des produits structurés si et seulement si nous sommes en période de volatilité. D'accord. Et une fois qu'on a réalisé effectivement ce travail de structuration et d'investissement de ces deux poches d'investissement, on peut enfin aller chercher du long terme avec des sujets non cotés comme en private equity ou également en action, et ainsi se protéger par rapport aux aléas, parce qu'on a une position long terme, on s'est protégé sur ces projets, on s'est protégé sur ces aléas pour pouvoir investir sur le long terme. On a donc les grands traits de cette façon dont vous abordez chez Sapiens toutes ces questions-là. Vous avez beaucoup souligné au départ la présence du digital. Je schématisais en disant est-ce qu'on va mettre de l'IA dans notre gestion de patrimoine, mais c'est un petit peu la question. Le digital, il survient à ce moment-là pour affiner, pour moderniser, ou alors c'est juste un gadget? Alors le digital intervient tout au long du processus, déjà parce qu'on considère que la phase d'audit patrimonial, avant la stratégie patrimoniale, est important. Et donc on a développé en accès gratuit sur la plateforme un audit patrimonial, une synthèse patrimoniale qui permet à nos investisseurs de calculer ce qu'on appelle leur BFR, combien ils dépensent, combien ils gagnent, quelle est leur capacité d'épargne, quels sont leurs projets, et ainsi d'aider à modéliser ces différentes poches d'investissement. Quelle sera la performance de ma poche moyen terme, ma poche projet, et quelle sera également la performance de ma poche long terme. Donc dès le départ de notre relation, entre guillemets, on se connaît quand même un peu mieux. On se connaît un peu mieux, et on peut projeter ce que donnera une rentabilité de 8-10% à horizon 10-20 ans, parce que souvent les investisseurs ont du mal à modéliser, imaginer ce que sont la puissance des intérêts composés. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on perd beaucoup de temps sur l'administratif et le réglementaire. Donc toute la partie inscription KYC est digitalisée. On perd aussi beaucoup de temps sur la partie suivi de participation. Il n'y a rien de plus insupportable le dimanche à 16h quand on fait sa déclaration d'impôt de ne pas avoir ces documents. Donc l'expérience digitale se fait aussi sur l'accès aux documents, les imprimés fiscaux uniques, le suivi de participation. Ça, j'ai envie de dire, c'est un cloud bien fait. On est loin de l'IA. Bien fait, mais avec une dimension forte qui est celle de travailler non seulement sur du côté et du non-côté. Il est complexe, et c'est le travail des développeurs web de Sapiens d'avoir réussi à digitaliser un portefeuille coté et non coté. Et une fois qu'on a fait ça, on va un peu plus loin, et vous l'avez cité, avec notamment l'intelligence artificielle qui s'est beaucoup développée plutôt sur la partie finance de marché, mais qui n'a pas encore été tellement utilisée sur la partie conseil patrimonial. Et on s'est rendu compte, en utilisant le dernier modèle en fait de ChatGPT, donc ChatGPT 4-0, c'est
le niveau de précision que l'on pouvait avoir sur le premier niveau de conseil en fiscalité, en juridique, en enveloppe d'investissement, en surpondérant notamment des bases juridiques et fiscales. Et donc nos investisseurs qui viennent sur la plateforme pour s'interroger sur la fiscalité de l'assurance vie, sur la fiscalité du PEA, sur qu'est-ce qu'un ETF, qu'est-ce que le private equity, qu'est-ce que la dette privée, arrivent à un niveau de question, plutôt un niveau de réponse relativement précis. Néanmoins, il est nécessaire de venir mettre dans la boucle nos conseillers, puisque dès qu'on parle d'allocation, dès qu'on parle d'investissement, il y a un biais cognitif. Mais ça veut dire que si on trouve déjà un certain nombre de réponses, on va dire, qu'on va qualifier de basiques, mais suffisamment pointues, grâce à cette forme d'IA, ça veut dire aussi que le conseiller derrière, il a plus de temps pour ciseler quelque chose plutôt que de devoir passer son temps à rappeler ce que c'est que l'assurance vie, qu'une clause bénéficiaire, que... Exactement. Et on a tous un ego plus ou moins important et on se rend compte que nos investisseurs arrivent à poser des questions, on va dire, beaucoup plus naïves, des questions beaucoup plus béotiennes au travers de ce chat, de ce coach patrimonial. Ça, ouais. Il se dit là, je peux pas avoir les réponses, c'est un robot, quoi. Exactement, qui n'aurait posé à des conseillers. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que le conseiller, quand il commence la relation avec nos prospects, c'est déjà les questions que ce prospect a posées, les réponses auxquelles effectivement il a pu être exposé et peut de suite rentrer dans le vif du sujet avec cet investisseur. Eh bien voilà, on en sait un petit peu plus sur Sapiens. Merci beaucoup d'être passé dans Cœur de Patrimoine. Souleymane Jean Galadima, donc directeur général de Sapiens. À très bientôt. Merci. On se retrouve tout de suite pour Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. On poursuit notre rendez-vous hebdomadaire et on va plonger dans le monde de l'art. On accueille Delphine Brochant, fondatrice de Fine Art Consulting. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Bonjour Cédric Decoeur. On va regarder un petit peu ce domaine de l'art. Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant à parcourir dans ce domaine patrimonial. Mais là, on va essayer vraiment de dresser les grandes lignes, d'initier peut-être aussi à cette forme d'investissement nos auditeurs qui n'ont peut-être pas toutes les connaissances nécessaires et qui ne savaient peut-être pas complètement qu'on pouvait prendre l'art comme un support, un actif patrimonial. Quelle place doit avoir l'art, Delphine Brochant, dans une stratégie de diversification? Parce qu'on le rappelle, on ne met pas 100% de son patrimoine dans un tableau aussi beau fut-il. Ouais. Alors, dans la question, déjà, vous avez déjà relevé une des premières caractéristiques essentielles qui concerne effectivement la diversification. Donc, ce qui signifie que effectivement, quand vous faites une allocation diversifiée, votre allocation d'actifs dans l'art, il est important, et ce qu'on essaye de conseiller, de ne pas aller au-delà de 10% de l'ensemble du patrimoine. Mais au-delà de sa place également, c'est un actif tout à fait atypique qui permet de joindre autant l'utile à l'agréable. Et cela relève de deux caractéristiques, puisque ça relève de données autant irrationnelles que rationnelles. Donc les données irrationnelles, bien entendu, le plaisir, l'émotion, plaisir de pouvoir détenir une œuvre d'art et de pouvoir en jouir au quotidien dans son intérieur, et puis davantage rationnels qui sont moins connus également du fait du caractère tangible de cet actif, donc qui rassure particulièrement en période de crise et de climat incertain, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, mais également le fait que ce soit décorrélé des marchés financiers, et puis également que le marché de l'art est également un marché particulièrement résilient. On voit que malgré le climat incertain, il y a eu une baisse enregistrée d'à peine 4% entre cette année et l'année précédente. Et également, un autre point qui nous paraît très intéressant, ça concerne l'essor considérable de ce marché qui a presque doublé sur les 10 dernières années, même si ça reste évidemment au regard des autres du marché financier, évidemment un petit marché, puisque ça va représenter peut-être 4 jours du CAC 40. Je voudrais ajouter une dernière chose que je trouve intéressante aussi, c'est aussi sur cette question de place au sein du patrimoine. Vous avez parlé de stratégie, ce qui est effectivement tout à fait justifié. C'est on peut réfléchir à une stratégie patrimoniale, artistique avec les clients. Et dans ce cas-là, pouvoir aligner l'identification et le choix de l'œuvre d'art avec le taux d'aversion au risque du client, avec des budgets aussi qui soient alignés, et donc des budgets en général, point d'entrée aux alentours de 30 000 €, un middle market entre 100
et 500 000 euros. Et puis, on peut aller au-delà de... Oui, parce que j'allais vous dire, en fait, le vulgum pecus, quand il entend parler du marché de l'art, souvent, c'est parce qu'il y a telle ou telle œuvre qui a explosé tous les records à Londres ou à New York, etc. Et inévitablement, tout le monde se dit, OK, ça, c'est pas pour moi. Mais en fait... On peut, et vous venez de rappeler ces quelques gammes de prix, entre guillemets, on peut s'y intéresser sans être multimilliardaire. Quels sont les principaux critères qu'il faut justement considérer au moment où on décide de franchir le pas, de rentrer sur ce marché de l'art, toujours avec une vision patrimoniale ? Alors, si on parle si on adopte toujours, et nous c'est ce qu'on fait dans notre quotidien, ce positionnement patrimonial, ça veut dire qu'il faut aller vers des artistes, nous appelons des artistes artistiques patrimoniaux, donc des artistes institutionnels, donc des artistes muséaux. Donc, ça veut dire des artistes qui ont très fortement contribué à l'histoire de l'art. Donc, le premier critère qui nous semble important, c'est évidemment de pouvoir identifier ses goûts, puisqu'il s'agit d'un actif plaisir, et ensuite de pouvoir aligner ses goûts avec le positionnement au sein de l'histoire de l'art. Mais il y a un autre aspect extrêmement important, si on peut parler de due diligence, même si le marché de l'art n'est pas un marché régulier, c'est une trilogie qui nous semble incontournable. Et cette trilogie, elle concerne l'authenticité, la qualité et le prix. L'authenticité, parce qu'aujourd'hui, c'est un point extrêmement important. Oui, on parle davantage... une croûte, quoi. Oui, et puis on parle davantage de degrés d'authenticité, parce qu'il peut y avoir des remises en cause d'authenticité. Donc, quelle est la solution à ça ? C'est d'être absolument intraitable sur la traçabilité et la provenance des œuvres. D'accord. Un autre point, c'est la qualité, puisqu'il faut faire attention à l'état de conservation des œuvres qu'on achète. Ça peut fortement influer sa valorisation. Et puis, évidemment, la période à laquelle l'œuvre a été réalisée. Même quelqu'un comme Picasso n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Donc, cette période est très importante. Et puis, enfin, la question de la désirabilité de l'œuvre d'art. Parce que plus une œuvre d'art est désirable et commerciale, plus il y aurait de facilité à la revendre. Et concernant le prix, il est important aussi de savoir naviguer, de connaître les rouages entre les prix des enchères et les prix de gré à gré. Donc, ça veut dire qu'il faut aller dans des ventes aux enchères aussi pour... humer l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il faut se balader dans des galeries. Enfin, on rappelle, c'est pas payant d'entrer dans une galerie. Exactement. On a le droit d'aller regarder juste, et tant pis si on n'achète pas. C'est ça qu'il faut faire aussi. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir une position complètement indépendante et de ne se couper d'aucun marché. Donc, les ventes aux enchères sont publiques. Et après, ça dépend du temps aussi que vous avez à allouer à ces recherches, puisqu'évidemment, les racines de l'optimisation de cet investissement sont la connaissance et l'expertise. Alors, je vais être un peu vulgaire et vous poser aussi quelques questions qui sont bêtement terre à terre, mais je crois que quand on initie un petit peu des épargnants à ce monde de l'art en gestion de patrimoine, il faut aussi aborder ces questions-là. D'abord, qu'est-ce qu'il en est de la fiscalité ? Fiscalité, c'est pas du tout un gros mot. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est un des avantages particuliers de l'œuvre d'art, et vous avez parfaitement raison de le souligner. Je dirais qu'il y a 2 avantages fiscaux, pour moi en tout cas, qui nous semblent particulièrement spécifiques. Le premier, ça concerne la taxation sur la plus-value. Vous n'avez pas aujourd'hui un actif du patrimoine qui peut bénéficier d'un forfait de 6,5% sur la taxation sur la plus-value, qui peut être aussi appliquée de la même manière pour une exportation définitive. Donc ça, c'est un des premiers aspects les plus intéressants. Le deuxième aspect fiscal très intéressant concerne la transmission des œuvres d'art, puisque dans certains cas, les œuvres d'art, lors de succession, si les personnes, les héritiers, choisissent d'opter pour le forfait des meubles meublants, les œuvres d'art peuvent être considérées comme un meuble meublant. Donc ça vous permet à la fois en toute légalité de pouvoir intégrer l'œuvre d'art dans la succession tout en ne le fiscalisant pas. Et puis, on peut aussi payer une partie de ses droits en donnant... Alors, il y a les dations, voilà. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est un truc qu'on m'avait exactement, exposé et qui était assez sympa. La datation en paiement avec un effet suspensif qui est à l'avantage du contribuable, etc. Il y a des tas d'autres avantages. Et une dernière chose peut-être sur les présents d'usage aussi, quand on parle de transmission, on n'en parle pas assez. Il n'y a pas de législation par rapport à ça, mais au vu de la jurisprudence, on essaye de ne pas dépasser les 3% de l'ensemble du patrimoine. Et dans ce cas-là, vous faites des présents d'usage. Et puis, dernier point important aussi, concernant les artistes vivants pour les entreprises, vous pouvez amortir 100% de votre acquisition sur 5 ans avec un plafond de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires.
Voilà donc quelques idées de fiscalité. Deuxième gros mot, le rendement, parce que tout à l'heure, vous nous avez un peu comparé le marché de l'art avec les autres grands actifs financiers. Bon, ok, on se fixe, on a les grands ordres d'idées que vous nous avez donnés en termes de prix. Alors, on va sortir des multimillionnaires, mais voilà, un épargnant lambda dans ce marché de l'art, il peut espérer quel rendement, en gros, avec de l'art? Alors, d'abord, quand on parle d'art, on n'évoque pas le rendement. Le rendement... Bon. Donc, je remballe ma question. Non, parce que c'est quand même intéressant, puisque c'est une question que tout le monde pourrait se poser. On ne parle pas de rendement pour une raison simple, je parle bien de l'art en pleine propriété. Si vous êtes sur un produit titrisé dont le sous-jacent est l'art, c'est différent. Mais en pleine propriété, effectivement, on n'évoque pas de rendement parce que nous n'avons pas de rentabilité suffisante. Le marché n'est pas assez gros pour pouvoir distribuer une rentabilité annuelle comme vous le feriez par exemple sur des parts de SCPI. Donc on ne raisonne pas par rendement. En revanche, la performance s'apprécie par arbitrage, c'est-à-dire par la plus-value. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important, quand on détient des œuvres d'art, de pouvoir optimiser et de se faire accompagner, si on ne maîtrise pas les rouages, pour pouvoir optimiser la valorisation de son œuvre sur le long terme. Troisième et dernière question un peu casse-pied du gestionnaire de patrimoine, j'ai envie de dire, sont les risques. Il y a des risques associés. Oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le fait que effectivement, on a cru avoir un Picasso et puis finalement, on a une croûte de mon petit frère. Non, voilà, quels sont les risques qui sont associés ou inhérents à ce marché de l'art? Alors, premier risque, c'est l'authenticité. Mais avant, je voudrais rajouter quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, ça vient de me revenir à l'esprit. C'est le fait que par rapport à d'autres actifs traditionnels sur lequel vous pouvez avoir des dépôts de bilan de société ou autres pour des actifs actions, vous n'aurez jamais un artiste qui sera déclassé. Un Picasso restera toujours un Picasso. Donc ça, c'est un premier aspect qui me semble extrêmement important. Le risque, le premier risque, il est inhérent à la substance de l'œuvre. Donc l'authenticité. Ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, comment vous pouvez atténuer ce risque avec les informations liées aux provenances des artistes. Mais il y a autre chose aussi qu'il faut regarder, si on va un petit peu plus en profondeur, parce que c'est un sujet extrêmement important. Ça concerne aussi les comités et les successions. Quand vous avez des successions d'artistes, vous pouvez avoir des cotes malmenées, des incertitudes. Et vous pouvez avoir des comités aujourd'hui d'artistes, notamment au XXe siècle, qui se déresponsabilisent de plus en plus. Vous avez de moins en moins de documents qui vont vous écrire « Je certifie que c'est une œuvre de ». On va davantage vous rendre un document ou un simple mail, parfois pour des artistes extrêmement importants, un simple mail avec un numéro d'archive. Donc des documents qui n'ont pas de validité judiciaire. C'est la raison pour laquelle la provenance reste extrêmement importante. Alors la question de la liquidité, on peut dire que c'est un risque si on compare avec d'autres actifs traditionnels. J'ai envie de dire que la solution, ce serait quoi ? Peut-être les enchères. Parce que c'est une énorme plateforme d'échange où il y a un flux extrêmement important, mais toujours à condition de savoir manier et optimiser les rouages. Ça veut dire à quelle période vendre dans l'année, quelle place de marché, connaître l'importance du prix de réserve, etc. Et puis, je dirais peut-être que l'autre dernier risque, si on est une fois de plus sur une œuvre d'art en pleine propriété et non pas sur une titrisation, c'est d'évacuer complètement la notion de plaisir. Parce que si vous êtes sur de l'investissement pur, je pense qu'il y a d'autres actifs qui sont mieux adaptés. Juste pour terminer, on a parlé ces dernières années de plus en plus souvent du côté digital du marché de l'art, de certaines œuvres qui n'existent entre guillemets même pas, de tokenisation. Enfin bref, voilà, il y a plein de mots qui sont venus peut-être aussi troubler un petit peu pour certains qui avaient une oreille attentive ce marché de l'art en disant mais finalement... Qu'est-ce que ce marché de l'art 2.0 ou je sais pas quoi va donner ou va devenir ou va entraîner? Comment est-ce que ces plateformes numériques, ce digital influencent-ils le marché de l'art? Alors, je pense que déjà, il y a deux approches. Il y a la partie des tokenisations dont vous parlez, la digitalisation du marché. Tokenisation, bon, il faut aussi rappeler que ce qui a énormément fait parler de ce type d'art, c'est parce qu'il y a eu un record de plusieurs dizaines de millions de dollars pour une œuvre de Beeple qui a été adjugée chez Christie's à New York. Il faut aussi connaître le dessous des cartes, savoir que les deux personnes qui ont enchéri étaient deux Indiens qui avaient de l'argent virtuel aussi. D'accord. Donc ça, c'est un premier aspect intéressant. Deuxième aspect concernant la digitalisation
démocratisation de l'art, elle est extrêmement importante puisqu'elle a considérablement participé évidemment à l'essor du marché de l'art, puisque aujourd'hui, pour des ventes aux enchères, vous pouvez enchérir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Donc, ça a énormément démocratisé aussi l'accès à l'art pour ceux qui étaient un peu plus timides, parce que l'anonymat est davantage préservé derrière un écran. Et puis, savoir que cette digitalisation, elle a été extrêmement vertueuse pendant le Covid, puisque ça a totalement sauvé les maisons de vente, et ça a permis aussi de gagner 3-4 ans avec le développement de cette technologie. Mais les limites aussi de cette technologie, c'est que même si vous êtes derrière votre écran, si vous n'avez pas la connaissance et l'expertise, vous ne saurez toujours pas quelle est la bonne pièce à acheter, celle qu'il faut éviter. Je vous donne un exemple, notamment sur les artistes contemporains, qui sont parfois très marketés, sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. Vous avez un artiste qui s'appelle Sterling Ruby, qui a quelques années faisait la couverture des catalogues de vente chez Christie's, Sotheby's, etc. Pour les day sales, pas les evening sales, pas suffisamment important, mais quand même un artiste qui se vendait entre 250 000 et 300 000 $. Aujourd'hui, c'est un artiste qui est valorisé pour les œuvres. On en a vu encore un il n'y a pas très longtemps, entre 60 et 70 000 $, et encore, vous avez du mal à avoir un marché secondaire. Donc, il ne s'agit pas de faire peur aux gens, mais de dire, revenez à des fondamentaux. Le fondamental, c'est quelle est la place dans l'histoire de l'art de l'artiste. Eh bien, écoutez, on en sait un petit peu plus grâce à vous sur ce monde de l'art qu'on essaiera bien évidemment de suivre au cours des prochains mois régulièrement. Delphine Brochant pour Fine Art Consulting. À très bientôt. Merci Cédric Decoeur. Au revoir. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On s'intéresse à présent au marché et une excellente spécialiste est avec nous, Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous de Cœur de patrimoine pour RF Research. Ce contexte politique, comment on peut le lire financièrement? On ne va pas se transformer, depuis le début de l'émission, on en parle beaucoup, on ne va pas se transformer en éditorialiste politique, mais voilà, avec votre prisme économique, avec votre prisme financier, qu'est-ce qu'on se dit? Alors la première chose qu'on se dit, c'est qu'on regarde pas seulement la France, mais plus généralement l'Europe, peut-être les États-Unis également, pas très loin. Et surtout en Europe, on se dit quand même les populations ont besoin de changement. Il y a des appels au changement partout, au Royaume-Uni, de manière magistrale, les élections européennes en elles-mêmes, finalement, avec un Parlement dans lequel il y a 25% d'extrême droite, ça veut dire quelque chose. Et bien évidemment, la France, qui est un sujet pour nous majeur, et qui vient peut-être accentuer encore ce sentiment d'appel au changement. Ça, c'est le premier constat. Appel au changement, pourquoi ? On a beaucoup parlé de sentiment de déclassement. Il y a un vrai, même déclassement absolu dans certains cas, de vrais déséquilibres en France, c'est patent dans la croissance, une concentration dans l'Île-de-France, des niveaux de vie dans la plupart des autres régions de France qui sont devenus très inférieurs à la moyenne de l'Union européenne. Et quand on a eu le Brexit en 2016, je me souviens que j'avais fait une étude à l'époque qui montrait à quel point effectivement cette baisse du niveau de vie par rapport à la moyenne européenne exacerbait le sentiment, l'inconfort, le désarroi des populations, ce sentiment de déclassement qui est toujours en politique radicale, qui conduit toujours à des situations extrêmes. Donc ça, c'est le contexte. Il faut s'interroger sur ces points-là. Pourquoi en Europe ? Moi, j'ai envie de dire attention à cet élargissement sans fin de l'Europe, où finalement, dans une Europe très ouverte, c'est un appel au déplacement permanent du capital. Ça crée de l'insécurité économique et quand les pays à plus faible niveau de développement deviennent dominants, ont cette capacité, quand ils sont également un peu substantiels, je pense notamment à la Pologne, de drainer les investissements de manière massive. Ça crée des chocs permanents, concurrentiels, qui affaiblissent le pouvoir d'achat, bien sûr, mais le pouvoir de représentation des anciens pays, des pays pères de l'Europe. Et ça participe de ce sentiment de déclassement et des interrogations à l'égard de cette Europe, c'est quoi ? Où on va ? Qu'est-ce que c'est cette promesse de prospérité ? Alors après, dans le contexte financier, c'est potentiellement un choc très violent. Pourquoi ? Parce qu'on a des marchés qui sont montés très haut, qui se payent, alors on peut débattre, et il y a débat, plutôt cher, en tout cas sur certains segments, mais le fait qu'ils aient monté très haut peut signifier un risque majeur, par exemple, de crainte subite, et donc qu'on peut décrocher,
ou se dire, tiens, comment ça se fait qu'on est monté si haut? On est monté si haut parce qu'il y a des conditions financières qui, globalement, quand même, restent plutôt porteuses. Est-ce que ces élections ou ces turbulences politiques risquent de remettre en considération de manière absolument brutale ces conditions financières? C'est la question qu'on se pose tous. Je ne le pense pas. Mais personnellement. les marchés et les économistes, j'imagine, ils doivent aussi regarder un petit peu les métriques. Et en dehors de la couleur de tel ou tel bord d'un hémicycle, il y a la caisse qui est posée là. Et aujourd'hui, force est de constater que la marge de manœuvre, quelle que soit la volonté ou le désir de changement, volonté pour les élus et désir pour les votants, on va dire, on a un déficit abyssal et on a une marge de manœuvre, une possibilité de changement qui est quasi nulle, non ? Exact. Et on aurait été 5 ans auparavant dans une situation semblable. Je pense qu'on n'aurait pas pu y être, d'ailleurs. Voilà, tout simplement parce que on aurait eu des forces de rappel extrêmement violentes, des marchés, des investisseurs, pour nous dire stop, on n'y va plus. Sauf que, depuis 5 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et entre autres, cette période de crise sanitaire et autres facteurs, la guerre, etc., qui ont conduit effectivement à des mesures, au fait qu'on a passé les murs, hein, on a passé les limites, on a déplacé les murs, et que au fond, même si les marchés se disent, ou les économistes d'ailleurs, on va pas continuer comme ça. À un moment donné, il va y avoir des conséquences très dommageables. On est bien incapable de dire à quel moment. Et si on peut pas encore dépasser l'entendement, c'est-à-dire les limites de ce qu'on a tous en tête qui pourrait être soutenable. Pourquoi ? Parce que le politique est à la manœuvre. Et je pense que le fait, pour des tas de raisons, hein, il y a eu d'abord le Covid, il y a cet environnement géopolitique international, guerre commerciale, intérêts ou préoccupations souveraines comme on n'a jamais connu. Et finalement, derrière tout ça, il y a des banques centrales qui sont là pour protéger, pour ne pas entraver la bonne marche des États, parce que derrière la marche économique des États, il y a un risque politique, géopolitique, souverain. Et donc finalement, tout ceci est très calfeutré en réalité. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi ? Probablement non. Mais ça nous dit sans doute que un paquet bien ficelé, qui serait à peu près cohérent et pas trop brutal, pas trop violent, peut encore passer sous réserve, on l'a vu avec Biden, sous réserve qu'il assure, qu'il garantisse une promesse de résultat. C'est la croissance potentielle, tout est là. Hein. Donc la crédibilité du projet est essentielle. Et en même temps, répondre aux préoccupations des populations. Vous parliez des banques centrales. C'est vrai que tout ce contexte politique, que ce soit les questions de conscience ou de connaissance de tel ou tel candidat américain à la présidence, que ce soit le vote britannique, que ce soit notre vote à nous ou notre série de votes, c'est vrai que ça a un peu éclipsé les banques centrales qui, pour autant, restent présentes à la manœuvre qui, elle... change, mais en accompagnant le mouvement. On sait que la Fed va a priori déclencher en septembre. Et ça reste potentiellement, effectivement, des évolutions majeures pour les investisseurs et pour les marchés. Prenons au jour où on parle. En France, on se dit, finalement, dans ce panorama politique, il y aura forcément compromis. Et on le voit, le marché boursier français réagit pas trop mal parce que finalement, le compromis, c'est quelque part la garantie de quelque chose qui fait consensus. Qui va rester acceptable. Et qui doit rester acceptable, ou sinon, il y a rien. Mais bon. Et à partir de là, effectivement, le marché accepte. Peut-être pas très longtemps, on verra, mais c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport aux risques antérieurs. Et dans ce cas-là, on va revenir à des préoccupations telles qu'on avait avant ce raz-de-marée politique, des préoccupations plus de marché, des banques centrales. Tiens,
la Fed, ça commence à devenir compliqué pour pas baisser les taux d'intérêt quand même, parce qu'elle a beau nous dire que l'économie américaine est en pleine forme, que le marché de l'emploi est en pleine forme, eh bien, tout ce qu'on a depuis 2 mois à peu près va en sens inverse, et de plus en plus en sens inverse, avec notamment une crispation sur le marché de l'immobilier qui commence à devenir un vrai sujet. C'est-à-dire que dans les probabilités de récession, on voit tout d'un coup la courbe se redresser, et ça, la Fed va pas aimer. Il y a moins d'inflation, le marché de l'emploi ralentit, il y a encore les emplois publics et la santé, mais sinon trop de secteurs qui sont vraiment pas là. Et donc, la Fed, à mon humble avis, on s'est trompé, mais devrait commencer effectivement à revoir sa copie. Peut-être qu'elle va communiquer dès le mois de juillet d'ailleurs là-dessus pour préparer une baisse des taux en septembre. Ça, c'est côté Fed. La BCE, finalement, elle a suivi la Fed. Elle a pris un petit peu d'avance. Oui, parce que dans notre contexte politique, je disais, ça a été éclipsé. D'habitude, au mois de juillet, tout le monde a qu'un mot à la bouche. C'est Sintra. Là, je sais même pas si quiconque a parlé de Sintra. On a eu des bribes, des bribes un petit peu. On rappelle, c'est une réunion le symposium au Portugal, de la BCE, des grands banquiers centraux. Le pendant de Jackson Hole, qui aura lieu fin août et qui en général est quand même un peu plus suivi. Mais Sintra a pu être très influent aussi. Et là, la communication, elle était pas claire. On a bien vu Madame Lagarde nous dire, oui, il faut encore plus de garanties. Donc, ok, on a compris qu'il n'y avait rien en juillet. Maintenant, mais la désinflation est bien là. Il faut bien qu'elle défende son bilan. Et puis, si la Fed commence à virer à nouveau sa QT vers un biais en vue d'un assouplissement, probablement que la BCE va suivre. Et ça veut dire qu'effectivement, on commence à avoir une concrétisation des baisses de taux un peu plus solide que la seule baisse du mois de juin de la BCE. Et si la Fed amorce ce mouvement-là, c'est pas 25 points de base en septembre, non, c'est au moins 3 baisses des taux. On revient au scénario qui prévalait avant, de la probabilité très forte, me semble-t-il aujourd'hui, de 3 baisses des taux, voire 4. C'est mon scénario d'ici mars prochain aux États-Unis. Mais en devant aussi manœuvrer avec l'élection. Et oui, mais un autre type de manœuvre, c'est-à-dire qu'on a dit longtemps, il y a la deadline des élections, la Fed doit baisser ses taux avant si elle veut baisser. Elle n'a pas pu, d'abord. Je ne sais pas si c'était vraiment une préoccupation à son esprit, mais en tout cas, elle n'a pas pu. Elle va pouvoir le faire à partir du mois de septembre. Et peut-être que à la perspective d'un retour de Donald Trump avec une politique plus inflationniste, là, lui fait dire, si je veux pouvoir assouplir les conditions monétaires qui sont restrictives, elle nous le dit, donc elle le juge comme tel, il faut que je fasse avant. Parce qu'après, la fenêtre va probablement se refermer. Donc vous voyez, on change de paradigme. Et ça peut être quand même un soutien majeur pour les marchés, au moins. Alors sur cette fin d'année, qui était pourtant jusqu'à maintenant un petit peu redoutée de la plupart des analystes. Aujourd'hui, traditionnellement, on va dire, à cette période-là, on devrait être en train de se dire, est-ce que je couvre mon portefeuille avant d'aller me mettre les pieds en bouquet de violettes sur la plage, etc. Aujourd'hui, on comprend bien que ces questions n'ont plus de raison d'être à l'instant T, mais malgré tout, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une façon soit de se protéger, soit de trouver des opportunités? Alors, on ne va pas y aller action par action ou produit par produit, ce n'est pas votre rôle, Véronique, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a pour vous des thématiques, des zones géographiques, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit retenir l'attention de l'investisseur? La première thématique, c'est celle des baisses des taux, qui est quand même dominante et que les marchés attendent depuis longtemps, mais c'est pas suffisant. En face, si on a une montée du risque de récession, il va falloir quand même faire attention. La thématique que j'aime pas et à la garde laquelle j'aurais plutôt tendance à me protéger dans le contexte actuel, partout, c'est celle du crédit corporate. Voilà, typiquement, je pense que ce marché a très bien performé. On avait de la liquidité, on avait une rentabilité assurée. En tout cas, pour ce qui est du high yield, et donc des rendements élevés, je pense que là, on a une bonne raison d'être prudent et de se retirer. On peut bien évidemment considérer que l'investment grade reste un investissement valable. Voilà. Pour ce qui est donc sinon du marché en général, les marchés actions, donc baisse des taux, et puis quelque part quand même, on a l'impression que cette problématique de pouvoir d'achat, elle est là partout. Et donc que les politiques vont devoir faire quelque chose. Au Royaume-Uni, un petit peu partout en Europe,
en France probablement, même si on ne sait pas dire quelle forme cela prendra. Et donc, quelque part, il y a une thématique qui peut-être ne va pas se concrétiser tout de suite, mais qu'on a envie d'observer, c'est qu'est-ce qui peut se passer en termes de consommation et de valeurs rattachées à ce mouvement de consommation. On a eu en France, par exemple, toujours un taux d'épargne très élevé qui est resté considérablement élevé. Est-ce qu'il n'y aura pas une volonté politique à un moment donné de faire baisser ce taux d'épargne pour impulser une dynamique un peu plus solide de la croissance de la consommation? Ça peut être des mesures. Ça peut être des mesures également ou une réaction à un contexte plus favorable de pouvoir d'achat. Hein. Donc on a envie de se dire tiens, cette thématique il faut la suivre et son pendant. Peut-être celle de la consommation discrétionnaire, qui va peut-être falloir continuer à alléger néanmoins, compte tenu notamment de ce qui se passe en Chine. Donc vous voyez, on n'a pas de grosses thématiques transversales. Je pense qu'il faut y aller prudemment, incontestablement. D'abord prendre son temps. Faut être mobile. Et être mobile, ce qui est pas facile parce que vous prenez un investisseur lambda, normalement c'est défensif ou cyclique. Bon, là on rajoute déjà le pavé technologique qui vient troubler les choses. Et puis, on voit qu'on ne sait plus parler ce langage-là aujourd'hui. Il faut être dans l'actualité. Et cette actualité étant mouvante, c'est pas facile. Mais il y a effectivement des opportunités. En tout cas, ce qu'on voit, nous, au niveau global, c'est que le momentum, tendance fondamentale du marché, nous donne pas de signal baissier suffisant pour se dire on allège tout. Merci beaucoup Véronique Riche-Flores donc pour RF Research. C'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine et on se donne rendez-vous bien évidemment mercredi prochain. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.